Bon, j'en étais où? J'en étais où? C'était... Ce que j'ai fait du... C'est là. Ouais. Square Jules Verne, Square Aimé Césaire, c'est ça. Ok. Les archives, on y va. Continue. Qui me menait entre le Square Jules Verne et le Square Aimé Césaire. Au mi-temps de ces deux squares se trouve une bâtisse en pierre, pas bien large, assez ancienne, qui n'avait jamais retenu mon attention jusque-là, et que, selon Rémy, la confrérie aurait investi pour quelque temps, pas plus de 2 mois. Je profitais d'un midi et de l'absence notable de Kidam dans le petit parc, par quelques camés ou cachiens sans à l'existence, pour m'approcher, en faire le tour, briser le cadenas qui retenait les portes et y passer. Les téléphones portables font des lampes torches minables, mais je n'avais pas pensé que l'obscurité serait si profonde dans un tel endroit. Je dus m'arrêter un moment, que mes yeux s'habituassent à l'obscurité et puissent distinguer des résidus de seringues, un matelas défoncé, des cadavres de canettes et une odeur de pisserance. Rémy indiquait que le plafond avait été redécoré au motif de la confrérie, mais la lumière ne me montra rien. Par contre, au fond, à gauche, en imaginant un peu et en s'aidant de la main pour tâter ce qui restait du décor dans l'humidité, on devinait des sortes de tentacules qui auraient dû se raccrocher à quelque chose. Le plus surprenant, cependant, c'était l'humidité, cette partie du mur, vraiment. Je ne m'estimais pas convaincu et repartis discrètement, laissant un billet à la pauvre créature qui me surprit à sortir. J'avais encore un peu de temps devant moi, juste assez pour passer à l'hôtel Bouctovanier ouvert au public encore. Je pris autant de précautions que possible, tournai autour du pot, glissai des additions discrètes, mais le grouillon en face resta sourd à tout cela. Et quand je mis les pieds dans le plat, demandant à voir le cellier noir, il se ferma tout à fait et m'intima fermement de sortir par moi-même si je ne voulais pas que le molosse du coin se charge de m'aider. Je retournai au loft, alors. La discussion avec André fut aimable, mais sans vraiment d'importance. Échaudé par mon échec à l'hôtel, je pris plus de précautions et attendis qu'il ait fini son 3e whisky sans glace après ses 2 bières pour commencer à avancer vers ce que je voulais savoir. Je ne fus pas déçu. Il était jeune, 10, 11 ans, quand on mura le couloir. Il entrait au cirque parce que son père y travaillait et qu'il aimait déjà donner des coups de main et il s'amusait un peu à se promener partout. Il me confia, l'air secret, que c'était un peu à cause de lui qu'on avait fermé le couloir, parce qu'il y avait trouvé quelque chose. Il ne se souvenait plus très bien, alors je le motivai avec un peu d'alcool. C'était une erreur. Son récit perdit toute logique. Il se mit à divaguer sur des gens qui l'auraient suivi pendant un moment après, sur un hôtel couvert de sang verdâtre, sur une porte argentée scintillante qui montrait des paysages sous-marins en ruine. Il murmura un nom, Cadas, Cadas, comme s'il le psalmodiait, et se tut, l'œil soudain ouvert. Là-dessus, il se redressa, prétexta quelque chose, et s'enfuit à pas vifs, me laissant seul. Ici, Carter indique que le reste du récit est une reconstruction à partir d'un dictaphone qu'il a... de notes prises sur dictaphone. Tout le changement de temps, je pense. Allons-y. Pardon, j'ai cru entendre un bruit dehors. Je disais. Le lendemain, je décidai de me rendre en fin de matinée à l'allée de la Pléiade derrière la trésorerie générale. Tout le long du chemin qui me conduisit jusqu'au centre-ville, il faut descendre la rue Saint-Fucien quasiment depuis son origine, j'eus la sensation de ne pas être seul, mais étant paranoïaque et habitué, cela ne me dérangeait pas plus que ça. J'avais bien avancé dans ma lecture, il ne me restait que les quelques dernières pages, et j'avais pris le livre avec moi, puisqu'il faudrait bien que je m'arrête déjeuner à un moment. Toujours est-il que je rejoignis la rue vers 10h20 et cherchai la maison décrite par Rémy. Elle devait être reconnaissable à des motifs marins posés en frise à mi-hauteur, précisément là où je la trouvais, après un petit quart d'heure à scruter toutes les façades. Au premier regard, c'était une frise assez commune, représentant des navires sur les flots, en jolies vagues et jolis bateaux, pas de quoi fouetter un chat. Cependant, à mieux y regarder, on s'apercevait que les marins n'étaient pas tout à fait normaux. Leurs membres semblaient trop longs ou trop courts, et les navires finalement ressemblaient à de grosses créatures indescriptibles. Satisfait, je frappai à la porte et on m'ouvrit quelques minutes après. Et je fis face à un vieux monsieur d'âge déterminé, mais qui devait frôler le mauvais côté des 85 ans. Il me sourit quand je lui expliquai que j'étudiais, j'étais assez jeune à l'époque, sur mon temps libre, l'architecture des maisons d'Amiens et que la sienne m'intéressait pour la date de la construction. Avec affabilité, il me fit entrer et commença à me raconter autour d'un thé que la maison datait d'avant la Première Guerre mondiale et que rien n'avait été touché miraculeusement. Son grand-père, son arrière-grand-père, se vantait même d'avoir connu une version de la demeure avant la guerre de 1870, sur laquelle on aurait bâti celle-là. Je le laissai parler un peu, souriant, puis évoquai la frise. Il se refroidit immédiatement et me dit que je ferais mieux de faire attention à moi et de laisser les vieilles histoires à leur place.
Sur quoi, il m'indiqua avoir un rendez-vous avec son cardiologue et me mit à la porte de la plus preste des manières. Au déjeuner, je finis le roman et je filai à la dernière demeure connue de Rémy. Pour un agnostique tel que lui, finir à l'intersection de la rue du Puy et de celle de Metz-l'Évêque est assez délicieux. Les dernières pages sont tellement fiévreuses que j'en ai à peine touché mon repas sans même me préoccuper des regards que je sentais poser sur moi. Il explique comment la secte le traquait à l'époque et qu'il devait s'en sortir. Mieux encore, le récit est incomplet. Il se termine par une inscription autographe entourée rageusement. Ils ne mourront pas, suivi d'une formule dont les syllabes ne semblent pas prononçables par une bouche humaine et que je reconnus assez aisément. La maison semble abandonnée. Je tourne un peu dans la rue et Google Maps me renseigne. Je remonte jusqu'au square de l'Évêché, tourne dans la rue Adéodat-Lefebvre et passe les grilles d'un ancien hôtel particulier pour remonter la cour jusqu'à l'emplacement de la maison qui m'intéresse. Ces vieilles bâtisses communiquent toutes. Bingo. Une porte cède sous mon effort, juste derrière le stock du Steak Easy. Je la referme mais prends soin de laisser une petite pile de piécettes sur la poignée. Je suis sûr, à présent, qu'on me suit, et si jamais quelqu'un passait par là à ma suite, je le saurais. La dernière demeure de Jacques Rémy n'a rien à voir avec la maison Jules Verne, ne serait-ce qu'en termes de conservation. Elle pue la poussière, le rance et un je ne sais quoi de salé. Je réussis à trouver la porte d'entrée et décide de commencer mon exploration de là. Comme toutes les amiénoises, la maison s'enfile en 2 pièces dont l'une est occupée par un escalier maladroit en colimaçon qui dessert les 3 étages. Moi, je suis arrivé par l'entresol, au niveau du palier et de la cour, la rue étant en pente raide. Et comme de juste, une porte donne vers une cave. Je descends l'escalier en m'éclairant de la lampe de mon téléphone portable, toujours aussi insuffisante. L'odeur de sel se fait plus forte encore, avec une odeur rance, pourrie, étouffante. La cave n'est pas très grande, mais évidemment, ma lampe ne perce aucunement les ténèbres. Je plisse les yeux pour essayer de voir quelque chose et mon téléphone portable m'indique que la batterie manque et que la torche doit s'éteindre. Ça y est, je n'y vois plus rien. Le dictaphone fonctionne, je crois. Au besoin, je pourrais toujours appeler quelqu'un, néanmoins. Et puis, là-bas, plus loin, il y a une fine lueur qui semble sortir d'un mur. Une brillance argentée émouvante. Les pièces de monnaie sont tombées en hurlant, mais j'étais déjà sorti de la cave et je cherchais désespérément le bureau, un endroit où me cacher ne serait-ce qu'un instant et reprendre mes esprits. Il me reste quelques bribes de batterie, donc je continue de parler, mais je sais qu'ils sont là. Ah, personne ne doit poursuivre ses recherches. Le livre de Rémy, ce foutu livre, a 12 ans en enfer. Si vous tombez dessus, ne le lisez pas, brûlez-le et dispersez ses cendres 4 vents. Leur confrérie malade existe et ils arrivent puisqu'ils m'ont vu, Je me demande même si cette boîte à livres où j'ai trouvé le roman n'était pas un piège délicieux à mon intention. Et il commence à me craindre. Tant pis. Ils ne m'auront pas. Je connais le jeu mieux qu'eux. Le récit de Carter s'interrompt là-dessus. Il n'explique pas comment il s'en est enfui. Il a un post-scriptum en expliquant que grâce à, et je cite, des investissements immobiliers soigneusement faits par son avouée écossaise, il a réussi à s'assurer que la maison fut rachetée et détruite et que tout ce qui ressemblait de près ou de loin à ce qu'il avait pu voir soit effacé des archives. Je sais pas comment prendre tout ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour moi. Et je ne comprends pas. Je continuerai d'explorer les archives. Elles sont, comme je l'ai dit la dernière fois, en fort mauvais état. Enfin, fort mauvais état. Elles sont surtout en désordre, et c'est insupportable. Mais je finirai bien par trouver quelque chose. Je ne comprends toujours pas quels étaient les rapports entre Octave et ce Carter. Je ne sais pas ce que mon oncle faisait avec lui. Je comprends rien. Enfin, voilà. Oui, je vais retourner m'aliter. La fièvre me fait mal au crâne.